Le bilan est lourd dans le sud-est. En Corse, rien ne permet d'espérer une accalmie dans les prochaines heures. Socialiste et autoritaire, fondateur des CRS et anticommuniste, tel était Jules Mock, mort aujourd'hui à 92 ans. L'interdiction des rassemblements pour les funérailles empoisonne encore un peu plus l'atmosphère. La Dallas est une Jeep française importée aux États-Unis. Son PDG était idole des jeunes dans les années 60. Madame, Monsieur, bonsoir. Un vent très violent risque de se lever dans le courant de la nuit en Corse. Et bien sûr, les pompiers qui ont lutté contre les feux toute la journée craignent une recrudescence des foyers. À Calenzana et à Calvi, le combat contre les flammes se poursuit toujours. En revanche, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, les choses semblent devoir en rester là dans les heures qui viennent. Outre un spectacle de désolation dans l'arrière-pays, on pleure ce soir 5 hommes, 5 pompiers surpris par les flammes et brûlés vifs la nuit dernière. Ces gens interviennent dans des conditions très difficiles parce que peu de gens peuvent s'imaginer la chaleur qui règne autour d'un foyer. Nous arrivons en 1000 degrés, nous avons un véhicule qui a fondu quasiment autour du foyer. La nuit dernière, l'incendie qui a ravagé près de 3000 hectares à la limite du Var et des Alpes-Maritimes a en effet pris des proportions hallucinantes. Les mimosas, gelés durant l'hiver et complètement desséchés, ont considérablement favorisé la progression du feu. Et il a fallu tout le courage de 1500 soldats et pompiers, au péril de leur vie, nous le savons, pour stopper les flammes aux portes de Mandelieu. C'est dans ce massif du Tanneron que périt la famille de Martin Gray voici 15 ans. Cette fois, l'incendie se serait déclenché après que 2 câbles électriques se soient touchés sous l'effet du vent. Si une dizaine de familles de campeurs ont perdu leur matériel et leurs valises, l'excitation de quelques-uns face aux consignes de sécurité maintenues dans la journée avait quelque chose d'indécent. Indécent surtout pour ce monsieur, fataliste dans les décombres de sa maison. Vous habitez là, monsieur? Ah, maintenant, j'habite plus. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça, hein. Mobilette, bicyclette. J'avais une carabine, un fusil. Et c'est que j'ai pas pris les papiers, c'est ça. Ce soir, dans le Var et les Alpes-Maritimes, les incendies sont donc maîtrisés, ce qui n'est pas le cas en Haute-Corse, au-dessus de Calvi, où les incendies qui ont déjà détruit 2500 hectares de maquis et de forêts continuent de progresser malgré l'intervention durant toute la journée des traqueurs et des canadaires. Dans les forêts de Ghisoni, Tartagine et Bonifato, les sauveteurs estiment qu'une quinzaine de mises à feu ont eu lieu depuis hier et les élus locaux désignent les coupables. Il ne faut pas se voiler la face. Les bergers sont responsables au moins de 90% des incendies en zone de maquis en Corse. Hier, le président Jacob l'a dit, moi je l'ai fait sur le terrain, il faut des interdictions de package effectives. Face à des incendies criminels, la tâche des pompiers est extrêmement compliquée et ce ne sont pas les vents de 100 km/h annoncés pour cette nuit sur le Cap Corse et la Balagne qui faciliteront la lutte contre les flammes. On a encore beaucoup parlé aujourd'hui de l'avenir des télévisions privées. Les déclarations politiques ou émanant de professionnels se sont succédées et un point a été précisé, la liste des 57 villes qui pourront, d'après Télédiffusion de France, dégager une ou plusieurs fréquences leur permettant de recevoir des chaînes locales privées. 3 chaînes à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Toulouse par exemple. 2 chaînes à Valenciennes, à Dunkerque, à Aix. Une seule chaîne à Cherbourg ou à Cannes, et puis 5 villes n'auraient aucune possibilité d'implantation de télévision locale. Ce serait Nice, Mulhouse, Belfort, Strasbourg et Forbach. On n'a donc pas fini de parler de cette affaire. Jules Mock est mort, il avait 92 ans. Jules Mock, c'était l'un des grands personnages de la vie politique sous la 3e et la 4e République. Membre de la SFIO, plusieurs fois ministre, il cultivait une image d'anticommuniste convaincu. Le titre de son dernier ouvrage ne trahissait pas ses engagements, le communisme, jamais. Intransigeance et sens de l'autorité de l'État sont les 2 traits de caractère de Jules Mock, qui vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans. Il restera dans l'histoire comme le ministre de l'Intérieur SFIO, qui a réorganisé, après la libération, une police nationale qui en avait bien besoin, en créant notamment les compagnies républicaines de sécurité. Il restera surtout comme l'homme de poigne, qui n'hésita pas à faire charger la troupe contre les mineurs lors des grandes grèves de 47-48. Le Parti communiste et la CGT, qui soutenaient la grève, ne lui pardonneront jamais les sanglants affrontements d'alors. Ils le qualifieront de traître socialiste.
Figure marquante de la SFIO, Jules Mock a été ministre de Léon Blum pendant le Front populaire. En 1940, il fut l'un de ceux qui refusèrent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ayant rejoint le général de Gaulle à Londres en 1943, il rentrera, après la guerre, dans le second cabinet du général et conservera jusqu'en 1951 des portefeuilles importants. 35 ans parlementaire, membre de plusieurs gouvernements pendant 7 ans, à la SFIO dès 1924, puis à la FGDS, cet homme qui n'a jamais caché son anticommunisme quittera le PS en 1974 pour protester contre le programme commun. En Nouvelle-Calédonie, la situation n'est pas très claire. Si la bourgade de Thio-Mission est toujours coupée du reste de l'île par des barrages, il semble pourtant que des négociations soient actuellement en cours entre les autorités et les indépendantistes. Tout au long de la journée, les forces de l'ordre ont entendu se succéder des ordres et des contre-ordres. Daniel Sportiello. À Thio, où la nuit qui s'achève a été calme, les barrages sont toujours en place et la bourgade est coupée du reste de l'île. Hier matin, les forces de l'ordre avaient tenté en vain de dégager le pont obstrué par 2 bulldozers. On avait assisté alors à un véritable face-à-face entre les gendarmes revêtus de gilets pare-balles et qui de toute évidence avaient reçu l'ordre de se tenir prêts à intervenir et les militants indépendantistes du FLNKS. Mais l'affrontement n'a pas eu lieu. Ce statu quo se prolongera-t-il encore aujourd'hui ? Hubert Blanc, le préfet du territoire et bras droit de Fernand Bibaud, a été catégorique. Tout est mis en œuvre pour protéger la population menacée, quitte à procéder une nouvelle fois, comme on le voit sur ces images, à des évacuations. La conférence d'Helsinki s'est terminée tout à l'heure dans la capitale finlandaise avec le discours du ministre des Affaires étrangères de ce pays qui s'est félicité de la grande importance que les participants attachent à l'acte final 10 ans après sa signature. En réalité, les faits ces dernières heures ne permettent pas de partager cet optimisme. Si l'événement de la conférence a été la rencontre des ministres des Affaires étrangères américains et soviétiques, Shevardnadze et Schulz, c'est qu'il ne s'est rien passé d'autre à Helsinki. Pourtant, ce matin, on a cru pouvoir dire que l'Europe se rassemblait le temps de durcir le ton face à l'Afrique du Sud en décidant de rappeler en consultation les ambassadeurs à Pretoria. En fait, là aussi, il faut déchanter. Monsieur Dumas, le ministre français, espérait plus, les Allemands et les Anglais espéraient moins. Alors, dans cette affaire de sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud, on ne peut savoir pour le moment ce que va faire l'Europe. Mais Mona Interman, vous arrivez d'Helsinki, vous en pensez quoi de cette attitude de l'Europe concernant l'Afrique du Sud? Est-ce qu'on avait le sentiment tout à l'heure que les Européens allaient pouvoir se rassembler et qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose d'un peu plus substantiel que ce qui a été décidé aujourd'hui? Non, pas du tout. On a constaté un grand pessimisme, on a constaté surtout malheureusement le manque de volonté politique de l'Europe. Si vous voulez, la communauté européenne a adopté dans cette histoire au niveau de l'Afrique du Sud le profil le plus bas, mais de manière assez floue pour donner l'impression que l'Europe réagissait sur la situation en Afrique du Sud. Le rappel des ambassadeurs en poste en Afrique du Sud pour une réunion de travail à la mi-août au Luxembourg ne pouvait pas être interprété comme une volonté de sanctionner l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, hier soir, au cours du dîner à Helsinki, Roland Dumas s'est bien rendu compte qu'il était tout seul. Il a essayé de faire en sorte que l'Afrique du Sud ait un signal politique. On parle notamment du rappel des ambassadeurs. Eh bien, sachez que Geoffroy Hoove, le ministre anglais des Affaires étrangères, a bagarré là-dessus pendant 1 heure pour qu'on ne prononce même pas les mots de rappel des ambassadeurs. Roland Dumas a dû constater aussi que l'Allemand Genscher critiquait également sa demande de sanctions, disant que les sanctions économiques n'étaient toujours pas efficaces, mais à la fin, il s'est un peu rapproché de la position de Roland Dumas. En fait, la France a un peu l'attitude de David Croquette, elle est sûre d'avoir raison et elle va de l'avant. Seulement, dans ce contexte, il faut dire que l'Afrique du Sud est sûre d'elle-même, et elle aussi. Elle a fait circuler aujourd'hui un papier à Helsinki où elle montrait que l'Europe était tout à fait dépendante d'elle pour un certain nombre de matières dites stratégiques. C'est peut-être pas complètement faux, ça expliquerait l'attitude allemande et l'attitude anglaise. Mais bien entendu, puisque par exemple, on sait que la Grande-Bretagne a de très gros intérêts en Afrique du Sud, que quelques-unes des plus grosses compagnies minières sont anglaises. Alors tout ceci concorde et montre que malheureusement, même lorsque les experts, les ambassadeurs, plus les directeurs politiques vont se retrouver à la mi-août, on n'ira pas plus loin que le 22 juillet, c'est-à-dire lorsqu'on a constaté l'échec et qu'hier soir, Roland Dumas lui-même l'a dit, nous l'a confié.
Merci. Sur place, en Afrique du Sud, l'interdiction par les Noirs d'assister aux funérailles de leurs proches augmente encore la tension. Tout à l'heure, l'évêque Desmond Tutu a réussi à calmer une foule très tendue lors d'obsèques de victimes de l'apartheid, mais il a en même temps lancé un défi aux autorités en les exhortant à laisser les Noirs enterrer leurs morts. Francine Raymond. Monseigneur Tutu ne se taira pas, il continuera à parler, à dire que les désordres et les violences dans ce pays sont le résultat de l'apartheid, même si la loi lui interdit, même si cela doit le conduire en prison. Ces obsèques où l'on accompagne les cercueils des victimes de la police sud-africaine en chantant et en dansant comme le veut la tradition et où l'on exprime sa haine de l'apartheid sont désormais illégales. Dans les 36 districts soumis à l'état d'urgence, les Noirs devront être enterrés en silence. Une seule personne pourra être enterrée à la fois, un seul officiant autorisé à prendre la parole et il ne pourra pas critiquer la politique du gouvernement. Autrement dit, la dernière possibilité de se réunir et de s'exprimer qui restait à la communauté noire sud-africaine est supprimée. Le 21 mars dernier, l'interdiction des funérailles dans la cité de Langa avait fait 20 morts. Monseigneur Tutu, le prix Nobel de la paix, en annonçant clairement qu'il sera le premier à ne pas respecter ces nouvelles mesures, lance un nouveau défi au gouvernement de Pretoria. On lutte contre l'apartheid comme on peut ou comme on pense devoir le faire. Un professeur de gymnastique de Toulon, nommé Paul Camara, est arrivé cet après-midi à Paris après une marche de 900 km. Parti le 14 juillet de sa ville, il a été accueilli par plusieurs organisations antiracistes et il a découvert qu'il suscitait un intérêt qu'il ne soupçonnait pas. Anne Rongère. Seul, il a marché seul pendant 900 km, 17 étapes, 60 km par jour, pour dénoncer l'apartheid. Quelques amis sont partis avec lui de Toulon, ils ont abandonné au bout d'une étape. Fin de la solitude, la dernière étape, Paris. Le bilan, c'est 10 kilos en moins, 9 paires de baskets usées et aussi un peu d'amertume. Je suis parti tout seul, j'ai eu des soutiens verbaux par certains responsables de mouvement. Certains sont allés même jusqu'à me dégonfler. Heureusement, j'avais derrière moi des personnes généreuses qui m'ont dit « Petit, vas-y, tu parviendras ». Des fois, il arrivait à des moments où il souffrait beaucoup, donc j'étais là, je le soutenais moralement. Et puis, donc je crois que ma présence était indispensable. La dernière étape, c'était aussi la jonction avec les mouvements anti-apartheid qui sont venus attendre Pierre Camara à l'arrivée. Mais chacun reste un peu de son côté. Camara marche avec son fils. Visiblement, le courant ne passe pas tout à fait entre l'action classique et l'action individuelle. Elle est individuelle au niveau de la volonté de Camara, mais dès qu'il a commencé sa marche, il s'est trouvé accompagné par tout un ensemble de personnes, d'organisations qui l'ont porté aujourd'hui jusqu'à Paris. Fin du voyage, devant l'ambassade d'Afrique du Sud, on termine à la hâte les dernières pancartes. Le héros du jour est fatigué. Maintenant que le cancer est localisé, nous ne devons plus accorder un seul répit. Ici, l'annonce aujourd'hui du rappel de plusieurs ambassadeurs européens est accueillie avec scepticisme. Je crois que si l'opinion ne saisissait pas du problème, il n'y aurait pas beaucoup de raisons pour que les gouvernements eux-mêmes y soient attentifs. Parce qu'il y a des logiques de rentabilité économique qui ont un certain cynisme. Et il faut parfois que ça soit tout un chacun qui rappelle qu'il y a des principes, qu'il y a aussi une logique de vie qui interdit qu'on fasse n'importe quoi. Demain, Pierre Camara espère être reçu par Laurent Fabius. Pour lui, ce sera la fin du voyage et le retour à l'anonymat. En Inde, le leader sikh modéré Longowal a bien failli être assassiné devant le temple d'or d'Amristar. On l'a appris aujourd'hui, mais cela s'est passé avant-hier. Ce sont des extrémistes sikhs qui ont tenté cet assassinat. Longowal vient en effet de provoquer la colère des extrémistes en signant un accord avec le gouvernement Gandhi. C'est un accord qui permettrait de mettre fin à ces 4 années de violence. Richard Tripot nous explique pourquoi, entre modérés et extrémistes sikhs, les choses sont en train de se déchirer. L'accord conclu entre Rajiv Gandhi et le dirigeant sikh modéré Sant Longowal était apparu comme un succès pour le Premier ministre indien, mais aussi comme un soulagement pour l'Inde. C'est la fin d'une des périodes les plus critiques de l'histoire de ce pays, avait déclaré Rajiv Gandhi. Le lendemain, dans le Punjab, Sant Longowal avait pour tâche d'expliquer l'accord à la communauté sikh et de le faire approuver. Tâche difficile,
Il a eu beau présenter le mémorandum comme une victoire pour son parti, la Calidale, le courant a eu du mal à passer. Ce n'est qu'en dernière minute que les autres chefs du parti se sont ralliés au texte et c'est après beaucoup d'hésitation qu'il a été adopté à l'unanimité. L'un des termes de l'accord est particulièrement critiqué, celui qui rend au seul Punjab la ville de Chandigarh, actuellement chef-lieu de l'État voisin de l'Haryana. Cette mesure a fait s'étendre aux hindouistes eux-mêmes le mécontentement suscité par l'accord. Quant aux extrémistes sikhs, en particulier la Fédération des étudiants, ils ont repoussé le texte et l'ont qualifié de braderie. À New Delhi, l'assassinat d'un député proche de Rajiv Gandhi et de sa femme a entraîné une nouvelle période de tension. Rien ne prouve encore que ce meurtre soit l'œuvre de Sikhs, mais le parlementaire figurait sur une liste noire des extrémistes pour avoir incité à la vengeance après l'assassinat d'Indira Gandhi. 8 jours après l'accord historique, la route de Rajiv Gandhi reste donc très étroite, entre des Sikhs modérés qui n'ont pas encore convaincu et des hindouistes hostiles à la réhabilitation de ceux qu'ils jugent indignes de la nation. Ce qui est bon pour American Motors, c'est bon pour Renault. Et ce qui est mauvais pour American Motors, c'est mauvais pour Renault. Les choses sont ainsi depuis que la régie possède près de la moitié du capital de la firme américaine. Eh bien aujourd'hui, les choses sont très mauvaises pour Renault. American Motors vient en effet d'annoncer une perte nette de 70 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui porte le déficit à près de 100 millions de dollars pour les 6 premiers mois de l'année. Pourtant, si la situation est grave, très grave, elle n'est pas désespérée. Marie-Claire Thiers. On attendait un mauvais chiffre, il est très mauvais. 600 millions de francs de pertes pour le deuxième trimestre, soit 900 millions pour l'ensemble du semestre. On est loin du bénéfice de l'an dernier, 140 millions de francs. L'Alliance et l'Encore, version américaine de la R9 et de la R11, n'ont pu s'imposer. Leur vente a chuté de 30%. Pourtant, American Motors a déjà pris des mesures de redressement. Menaçant de fermer 2 usines, celle de Kenosha et celle de Milwaukee, AMC avait obtenu, après plus d'un mois de lutte, que ses 6000 salariés acceptent une forte réduction de salaire et 800 emplois avaient été supprimés. C'était d'ailleurs le prix à payer pour que le conseil d'administration de Renault accepte de voter un emprunt de 175 millions de dollars en faveur de sa filiale. Emprunt fort critiqué par la CGT en France. L'espoir pour American Motors, c'est premièrement le nouveau modèle de tourisme de catégorie supérieure à la R11, mais qui ne sera introduit que fin 86, et c'est deuxièmement la hausse de 21% des ventes de Jeep et de pick-up qui pourrait intéresser un partenaire japonais. American Motors, 4e constructeur automobile américain, imiterait ainsi General Motors, Ford et Chrysler, tous liés à des firmes nippones. Et si American Motors importe des Jeeps en France, il existe une entreprise française qui importe des Jeeps aux États-Unis. Jusqu'à présent, la production est bien modeste, mais l'histoire mérite largement d'être racontée, surtout quand on sait que l'entreprise française en question s'appelle Dallas et que son PDG se nomme, cherchez dans votre mémoire, Franck Alamo. Allô mademoiselle, maillot 38-37. Vous avez certainement fredonné dans les années 63 à 68 ce tube de Franck Alamo. C'était la grande époque des yéyés. Maillot 36-37, biche au ma biche, des titres qui ont fait le succès d'un jeune homme de bonne famille. Mais la mode passe au rythme d'un 45 tours et Franck Alamo se lance dans les affaires. Un jour, alors qu'il cherchait une voiture pour la campagne, le hasard et le sourire d'une jolie fille lui ouvrent la porte d'une nouvelle passion, l'automobile. Où l'avez-vous acheté, mademoiselle ? Bon, bah alors écoutez, vous allez me montrer, hein. Mais c'est pas pour... c'est pas la voiture? Oui, c'est pour la voiture. C'est tout? Oui, c'est tout. Curieusement, l'homme d'affaires reprend le dessus. Il ne quitte pas le véhicule des yeux. C'est le coup de foudre. Le coup de foudre pour la Dallas, qui est au départ une voiture fabriquée à Neuilly par un ingénieur français. Ensemble, ils évoquent les problèmes d'une jeune entreprise, les difficultés financières, et Franck Alamo rachète l'usine, les voitures, les pièces détachées. Il conserve le personnel qui passe de Neuilly à Montreuil. La nouvelle Dallas est née. C'est le succès immédiat. L'explication du succès, je ne peux pas dire que ça soit le soleil en France, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, mais c'est surtout les États-Unis. Les Américains sont devenus dingues de Dallas. Alors je ne sais pas si ça tient du nom ou si ça tient plutôt du design particulier de la voiture qui leur fait penser au Jeep de 45, mais avec quand même des améliorations très considérables. Avant, Dallas fabriquait 3 voitures par mois. Enfin peut-être une dizaine par mois quand même. Alors nous en fabriquions
3 par jour, et nous allons être obligés de passer à 25 par jour à peu près, étant donné les demandes et les commandes. Ils ont été vraiment enthousiasmés par cette voiture. Alors ça nous amène à parler un petit peu technique. Au départ, c'est une 4L que vous avez transformée. Au départ, c'est un châssis de 4L et avec un moteur de 4L GTL et tout le train avant d'une GTL avec des freins à disque, une bonne suspension. Ça fait que c'est très confortable, que ça freine extrêmement bien. Sur du mouillé, il faut faire très attention à ce qu'on fait parce qu'on freine comme sur du sec et les gens qui sont derrière, non. C'est une voiture entièrement française? Entièrement française. Il n'y a pas un boulon qui vient d'ailleurs de la France. Alors qu'avant, c'était... avant, il y avait un petit peu de partout. Des capotes de Hong Kong, des essuie-glaces d'Allemagne, des choses comme ça. Franck Alamo est aujourd'hui PDG du 7e ou 8e constructeur automobile français qui exporte 80% de sa production. Son ambition, fabriquer 5000 Dallas par an. Un joli pari à condition d'être aidé. Oui, vieille technique libérale. Le temps demain, il sera généralement assez beau sur la majeure partie du pays, sauf près de la Manche, où les nuages seront nombreux. Et encore, sous de petites pluies sont à craindre. Quelques brumes sur la moitié sud-est se dissiperont assez vite et l'après-midi sera ensoleillé. Les températures, elles, varieront demain entre 17 et 30 degrés au sud. Et puis n'oubliez pas que le week-end qui se profile sera l'occasion du second chassé-croisé de l'été. 9 millions de personnes vont se trouver sur les routes. La journée de demain n'est pas mauvaise pour circuler jusqu'au début de l'après-midi, mais celle de samedi est carrément en rouge. Le quartet à Deauville, voici les numéros gagnants, le 1, le 18, le 14 et le 19, qui rapportent dans l'ordre 35 658 francs et dans un ordre différent 29 071 francs 50. Tout cela bien sûr pour 5 francs. Cette édition touche à sa fin. Demain, Michel Naudy vous attend à 22h15 pour Soir 3. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Bonne soirée. Les incendies de forêt, le bilan est lourd dans le sud-est et rien ne permet d'espérer en Corse. Socialiste et autoritaire, fondateur des CRS et anticommunistes, tel était Jules Mock, mort aujourd'hui. L'interdiction des rassemblements pour les funérailles empoisonne encore un peu plus l'atmosphère en Afrique du Sud.